Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de TB News, émission qui offre un éclairage de Torah sur l'actualité. Après les Émirats Arabes Unis, Bahreïn et le Soudan, c'est le Maroc qui rejoint les pays arabes normalisant leurs relations avec l'État hébreu. Un engouement tel que la Ligue arabe n'a pas condamné cette série d'accords qui en laisse entrevoir d'autres encore plus étonnants. Sont évoqués comme pays possiblement partie prenante l'Arabie Saoudite, l'Indonésie et même le Pakistan. Nous aurons le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui le Rav Eliezer Wolf ainsi que Youssef Nabé. Youssef Nabé, vous êtes avec nous de Jérusalem. Alors, on sait que tous ces pays arabes n'ont pas eu le même passé avec le peuple juif qu'a eu le Maroc. Ça paraît étonnant que seulement maintenant, le Maroc signe des accords avec Israël. Est-ce que vous croyez que c'est dû à la crainte de l'Iran ou autre ? Alors, pour être précis, historiquement, le Maroc a déjà eu des débuts de relations avec Israël. Donc évidemment, il y a une relation une histoire extrêmement riche entre le Maroc et le peuple juif, d'accord, avec aujourd'hui près de 10% de la population israélienne qui a des origines marocaines. Et effectivement, en 1994, déjà, il y a eu un bureau de liaison qui a été créé en Israël et au Maroc, avec déjà des vols réguliers. Et tout ça s'est arrêté avec l'Intifada dans les débuts des années 2000. Mais c'est vrai qu'il y a toujours eu un lien d'affection, un lien très spécifique, avec une grande fierté toujours des Juifs israéliens à mettre en avant leur passeport vert. Et en réalité, le Maroc, qui, pour des raisons politiques, avait besoin d'être un fer de lance, de s'affirmer au sein du monde arabe comme un porte-parole de la lutte palestinienne, a rebondi sur deux choses ici. D'un côté, effectivement, un mouvement de fond qui a été apporté par Trump et son gendre pour repenser les relations israélo-arabes, non plus centré exclusivement sur ce problème israélo-palestinien, mais beaucoup plus largement dans un cadre de positionnement par rapport à l'Iran, avec un bloc du monde sunnite, très largement majoritaire dans le monde arabe, avec évidemment la brèche qu'on a connue autour des Émirats Arabes Unis, autour du Bahreïn, et effectivement, on attend à ce que l'Arabie Saoudite plonge aussi. Et d'autre part, Donald Trump a été très fin et a rajouté, pour remporter le deal avant de sortir politiquement du jeu, il a rajouté une reconnaissance attendue depuis des années, une reconnaissance des États-Unis sur le Sahara occidental, qui est un territoire disputé en fait avec le Front Polisario, qui est soutenu par l'Algérie. Donc en fait, c'était le moment. C'est-à-dire que le Maroc, entre guillemets, ne trahit pas la cause palestinienne parce qu'en fait, il ne fait qu'emboîter le pas du Bahreïn, des Émirats Arabes Unis. Il fait juste que développer ses accords économiques. Et de l'autre côté, sa population ne peut pas lui reprocher parce que la question du Sahara occidental est une question extrêmement affective dans une dispute territoriale avec son voisin. Alors justement, en dehors de cette tranquillité qui se crée, de cet apaisement dans les tensions, est-ce que vous pensez que justement, culturellement, ou est-ce qu'il y a d'autres domaines dans lesquels maintenant il y a un enrichissement de la part des pays dans cet accord de paix ? Alors, clairement, il va y avoir énormément d'échanges économiques, d'accord ? D'aide en termes agricoles. Il y a un vrai réservoir aujourd'hui marocain d'ingénieurs bon marché pour nourrir les startups israéliennes. Il y a vraiment aujourd'hui énormément de choses à partager et culturellement, il va y avoir énormément de pèlerinages qui vont pouvoir être organisés. Alors voilà, Youssef, justement, est-ce que ça concerne seulement le Maroc ou les autres pays arabes aussi ? Il y aura une telle richesse à échanger ? L'histoire des Juifs marocains, elle n'a pas vraiment son pareil avec les autres pays arabes. Il y a peut-être au Yémen où ça a été très riche, en Irak, mais ça veut dire qu'il y a une telle richesse culturelle, il y a une telle fierté. Je ne pense pas que dans le monde sfarade,
y ait une fierté plus grande que chez les Juifs marocains de dire qu'ils sont du Maroc, ils ont un grand-père rabbin de Fès ou de Meknès, et c'est cultivé par les rabbins marocains, aussi bien dans le vêtement que dans la nourriture, et surtout, c'est pas ça. Il y a derrière, il faut comprendre quand même qu'il y a un rapport quasi affectif autour du roi du Maroc qui est extrêmement respecté, qui recherche les bénédictions des sages, des sages de la Torah. Enfin, il y a quelque chose qu'on trouve nulle part ailleurs en réalité. D'accord, très bien. Alors, merci beaucoup. Alors, Rav Wolf, qui est avec nous direct de Amsterdam. Merci Rav Wolf d'être avec nous. Justement, on voit dans notre histoire, on voit dans la Torah que Ishmaël va normaliser les relations qu'il a eues avec Yitzhak justement, par exemple, on en a un exemple à la mort de Avraham Avinu où il va mettre Yitzhak en avant, il va l'honorer justement, bien qu'il soit plus petit, bien qu'Yitzhak soit plus petit que Ishmaël. Est-ce que vous pensez que durant cette période qui est pré-messianique, ça se reflète, tous ces accords de paix sont le reflet justement de cette normalisation qu'il y a pu avoir entre Ishmaël et Yitzhak? Tout d'abord, on n'est pas sûr qu'il s'agit des Bnei Ishmaël, il s'agit peut-être des Bnei Ketura, donc des enfants après qu'Avraham Avinu est ramené vers lui Hagar. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose... C'est-à-dire, je veux bien comprendre, c'est-à-dire ce que vous nous dites là, c'est-à-dire vous parlez des pays arabes avec lesquels maintenant on est en train de faire un accord de paix, vous dites que c'est pas évident que ce soit des Bnei Ishmael, c'est ça? C'est possible que ce soit des Bnei Ketura, des enfants de Avraham Avinu qu'il a eu de Hagar, mais après l'avoir reprise à la fin de sa vie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, concernant la fin des temps, vous savez, il s'agit de prophétie. Et après la destruction du temple, l'onitna nevoa et là, le ktanim ve le shotim, c'est uniquement pour les enfants et pour les gens qui sont faibles d'esprit. Et comme je ne voudrais pas faire partie des deux catégories, donc je préfère ne pas me prononcer. Donc, essayer d'être un apprenti prophète, ce n'est pas une chose très valeureuse. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est, même si on ne sait pas déchiffrer l'histoire, même si on ne sait pas décrypter ce qui se passe, ce qui est sûr, c'est qu'il se passe quelque chose. Ce qui est sûr, c'est que c'est un défi qu'on doit prendre à bras ouverts et on doit comprendre qu'il y a un événement, il y a quelque chose qui se passe et on doit être présent, réfléchir et comprendre que peut-être on a devant nous une opportunité de vivre avec d'autres pays et de faire le Kiddush Hashem, de faire ce qui est nécessaire pour justement l'avènement du Mashiach. Merci beaucoup Rav. Alors nous passons au deuxième sujet. La Cour de justice de l'Union européenne a confirmé le 17 décembre dernier un décret pris en Belgique par la région flamande et la Wallonie, imposant l'étourdissement préalable d'un animal avant son abattage. Appuyant sa position par un consensus scientifique, la Cour de justice de l'Union européenne explique que l'étourdissement préalable ne constitue pas un déni de liberté de la croyance. Les organisations juives, rejointes dans leur combat juridique par des associations musulmanes belges, déplorent le fait que l'Europe ne protège plus ses minorités religieuses, dénonçant un déni de démocratie. Rav Wolf, vous qui êtes clairement sur le terrain, on sait que dans l'esprit occidental, il y a de plus en plus le courant des végétariens, des véganes qui défendent à tout prix la souffrance de l'animal. Et vous qui êtes justement dans les abattoirs, est-ce que vous témoignez de ces souffrances-là ou de ces problèmes d'élevage ou justement vous, dans le domaine de la cache-route, on est vigilant là-dessus? Non seulement on est vigilant, mais on est les pères de la défense de Tsar Balei-Chaim. Ici, j'ai devant moi un pavé de 681 pages dans lequel on développe justement les halachot liées à Tsar Balei-Chaim. Alors, Tsar Balei-Chaim, Rav, c'est la souffrance des animaux. La souffrance des animaux, absolument, qui est un vecteur permanent tout le temps dans notre manière de traiter les animaux. Alors, c'est vrai, il y a au niveau scientifique une discussion entre l'université de Columbia et l'université de Wageningen au niveau de la souffrance animale lors de l'abattage rituel.
il y a également le niveau de stress qui a été mesuré, sur lequel il y a également discussion. On sait très bien que lorsque l'animal est retourné, il y a eu des symptômes de stress plus importants. Ensuite, on s'est rendu compte que lorsqu'il est debout, comme la shrita est faite en Angleterre, il y a également des éléments de stress plus importants. Donc, finalement, ils veulent peut-être opter pour une bête qui serait couchée sur le côté. Tous ces éléments-là ne sont pas un problème au niveau de la halakha. On peut s'adapter et on le fait au quotidien. C'est-à-dire que dans l'abattoir, si on nous dit qu'il vaut mieux que les bêtes aient une fin de vie plus agréable, qu'elles soient douchées avant l'abattage. Vous savez, l'abattage, c'est pas quelque chose d'agréable, c'est pas une partie de plaisir, même si c'est fait avec un pistolet. Alors Rav, justement, quel est le problème pour nous dans la halakha de l'étourdissement? Alors, la question de l'étourdissement a été posée en long, en large et en travers, justement avant la guerre, lorsque la Pologne a voulu interdire la shrita. Et on s'est rendu bien sûr compte plus tard que c'était en fait un décret antisémite pour ne plus permettre aux Juifs de consommer de la viande. Et le Sridei Esh, le Rav Yechiel Weinberg, a écrit un livre très important pour essayer de permettre l'étourdissement d'une bête avant l'abattage. Et ce Kuntres a été rejeté par le Rav Chaim Moïse Grodzinski, qui était la sommité mondiale avant la guerre, qui a dit non. Et on est resté sur un non définitif, c'est-à-dire halachiquement, étant donné que la bête perd tous ses sens de réactivité, on ne peut jamais savoir si c'est par la shrita qu'elle a été abattue ou qu'elle est morte de manière naturelle suite à coups et blessures. Donc la shrita n'est pas cachère. D'accord? Donc on ne peut pas venir et proposer ce que d'autres communautés, les communautés musulmanes proposent, disent oui, on peut s'arranger sur l'étourdissement préalable. Nous ne pouvons pas nous arranger avec un étourdissement préalable. Donc ça veut dire que lorsqu'ils nous demandent l'étourdissement préalable, ils ne peuvent pas dire et venir et prétendre comme ils l'ont fait maintenant à Luxembourg et dire il faut que vous vous arrangiez, il faut que vous nous trouviez les solutions, alors que cette solution n'existe pas. Donc il y a une ingérence totale dans la liberté religieuse par ce décret-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, oui. Alors justement, Rav, en quoi la shrita assure justement le respect de la souffrance de l'animal? Encore une fois, la shrita, d'après l'Université de Columbia, respecte toutes les règles de la souffrance animale. À Wageningen, il y a eu une recherche qui a prouvé qu'il y a des risques plus importants dans la shrita. Mais ils reconnaissent tout de même que 16% des bêtes abattues non rituellement souffrent plus que pendant la shrita. Or, on n'a pas entendu qu'ils ont arrêté l'abattage traditionnel. Et il y a bien sûr beaucoup plus, quand on parle de 16% de tout ce qui est fait, par rapport aux 0,5% de ce qui est fait pour la communauté juive. Donc il y a une hypocrisie totale de venir et de s'attaquer d'abord à la communauté juive. D'abord, essayer de réduire les 16% de souffrance atroce lorsque la balle est arrivée à un endroit du cortex qui fait souffrir la bête. Et ça, sur ça, il n'y a pas de discussion. Deuxièmement, dans le rapport de Wageningen, on dit les poulets abattus rituellement souffrent moins que ceux qui sont abattus par la scie ou par le gaz. On n'a pas entendu qu'ils ont imposé l'abattage rituel pour les poulets à travers toute l'Europe. Donc Rav, je comprends de vous que en fait derrière ces interdits, il n'y a pas seulement la recherche de défendre la défense des animaux. C'est ça que vous voulez dire? Non seulement il n'y a pas du tout la recherche du bien-être animal, parce que lorsque l'interdiction de la shrita a été votée au Parlement en Hollande, donc il a été interdit et puis ensuite le Sénat a rejeté ce vote. Avant le vote, on a demandé à tous les députés de venir à l'abattoir regarder un abattage rituel et un abattage conventionnel. Un député est venu, un député qui était déjà acquis à la cause.
Donc ça veut dire que 119 députés ne sont même pas fait l'effort de se déplacer. Lorsque vous allez les interroger, ils ne pourront pas vous dire exactement comment se passe l'étourdissement. Ils n'ont jamais vu comment ça se passe lorsque on est obligé de poinçonner une bête qui n'a pas été abattue de manière traditionnelle dans les normes. Donc tout ça est absolument inexistant dans les rapports qui sont présentés devant les députés, et qui fait qu'en fait c'est un vote tronqué, c'est un vote qui est politique, qui est un vote d'alliance entre certains partis politiques qui ont cet interdit sur leur agenda pour d'autres raisons politiques. Alors Youssef Nabé, justement, est-ce que vous pensez que la communauté française est menacée justement par cette loi et si oui, y a-t-il pas un danger de fuite de l'abattage rituel dans les autres pays, parce qu'on sait que quand même ça ramène une certaine assise budgétaire aux communautés importantes en France? Ah, effectivement, Rav, la question est bien posée, c'est-à-dire que quand on entend la question de la shrita et de l'étourdissement au niveau européen, on se dit tout de suite, wow, ça y est, c'est fini, on va plus pouvoir manger cachère en Europe, en France. Alors évidemment, c'est pas le cas, parce que déjà aujourd'hui, il y a une grosse partie de la shrita qui est faite ailleurs, en dehors de France, dans des pays où il y aura beaucoup moins de contrôle. En Israël, ce qui est intéressant, c'est que il n'y a presque pas de shritot de viande, de grosse viande en Israël. C'est quasiment tout vient quasiment d'Amérique du Sud et de Pologne. La Pologne s'étant beaucoup renforcée avec le Covid. Ça veut dire que c'est beaucoup plus facile d'envoyer des shochatim en Pologne que de continuer à les envoyer en Uruguay, au Paraguay, etc. Alors maintenant, ce que vous dites, c'est très juste. C'est qu'aujourd'hui, a fortiori, dans un contexte extrêmement complexe où les synagogues sont désertées, où les revenus sont complètement en berne. En vérité, ce qui se passe dans tout le système, là je parle vraiment du système consistorial, c'est un système de reversement que vous connaissez bien, c'est-à-dire qu'en fait les grandes communautés, ou les communautés où il y a du monde, reversent dans un système de transfert, reversent à des petites communautés et permettent à des endroits où la synagogue va être ouverte que, je sais pas, pendant les fêtes et quelques moments de l'année, de pouvoir continuer à maintenir une activité communautaire, de financer une synagogue, etc., etc. Alors effectivement, alors même que les recettes des montées à la choule, des bar mitzvot, des mariages, etc. sont en berne, la shrita continue de peser un poids, parce que pour le coup, les gens ils continuent à manger. Et du coup, on est vraiment sur... c'est un vrai sujet. D'accord. Très bien. Alors justement, Rav Wolf, vous pensez que la communauté française est menacée justement par ces lois? Pour moi, il est très clair que toute l'Europe, hors l'Europe du Sud et l'Europe de l'Est, est réellement menacée. C'est-à-dire lorsque on vient et on interdit en Belgique, c'est un pays démocratique, c'est un pays où l'économie de marché est une économie normale. On vient et on dit il n'y a plus de liberté religieuse, l'abattage rituel c'est quelque chose qui n'a pas de place dans un abattoir normal. C'est un danger réel pour tout le reste de l'Europe. Parce que d'abord, les petits pays qui déjà ne font pas d'abattage rituel parce qu'il n'y a pas de communauté vont tout de suite interdire. C'est-à-dire ils vont suivre la Belgique, la Norvège, le Danemark, tous ces pays-là qui de toute façon n'ont pas d'abattage, vont l'interdire. Pourquoi? Parce que c'est dans l'air du temps. Après, on sera dans une configuration où on va dire, mais vous savez, il y a déjà 7-8 pays en Europe qui interdisent la shrita. Et donc, les pays très démocratiques seront menacés. Et moi, je me rends compte moi-même en Hollande, où la shrita est permise, puisque au Sénat, la loi contre la shrita a été rejetée. On a des difficultés. Chaque semaine, lorsqu'on arrive à l'abattoir, on nous dit « Ah, cette semaine, à cause des problèmes de Covid, on ne pourra pas vous donner de bêtes. Cette semaine, on a eu du retard, on ne pourra pas vous donner de bêtes. » C'est-à-dire que finalement, ces pays ne veulent pas interdire la shrita, ne veulent pas interdire à la communauté juive d'abattre, mais finalement, ça ne les intéresse pas. C'est un particularisme qui leur fait plus de problèmes qu'autres. C'est uniquement dans ces pays comme l'Espagne, l'Italie et la Pologne, où finalement le business, c'est lui qui va diriger
la politique. Alors, Ravol, vous confirmez justement que toutes les certifications rabbiniques maintenant se dirigent vers ces pays-là pour aller faire la shrita parce qu'ils ont peur de cet avenir? Regardez, ce n'est pas le cas, parce que chacun essaye de protéger son marché, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que lorsque vous allez, même avant l'interdiction en Belgique, vous allez dans un abattoir en Belgique ou maintenant en Hollande, on est toujours considéré comme des exceptions, comme un cas particulier. Alors que vous allez en Pologne, en Italie ou en Espagne, vous êtes accueillis les bras ouverts. Donc c'est totalement différent. Très bien. Je vous remercie beaucoup pour vos interventions, pour votre disponibilité. À la semaine prochaine. Qu'Hachem vous bénisse. Les éditions Torah Box, c'est des dizaines et des dizaines de livres pour les petits comme les plus grands, sur tous les sujets de la vie juive et abordés de manière accessible à tous. Paracha, histoire pour les enfants, construction personnelle, couple, Shabbat, fête juive, biographie. Chaque mois, c'est 2 nouveaux livres édités, vendus au prix les moins chers du marché et livrés partout dans le monde. Il vous suffit de les commander sur le site Torah Box à tout moment, pour les offrir à votre communauté, à vos proches ou pour renforcer vos connaissances avant les fêtes. Les éditions Torah Box, des livres sur mesure pour vous.